Regarde, cet avion s'appelait Junkers, 52-3 MMS, l'avion qui avait un énorme anneau de 15 mètres sous le fuselage. Rien qu'en regardant, tu sais que ce n'était pas banal. Étrangement, les informations le concernant sont aussi rares et singulières. La plupart des endroits communs se contentent de dire que c'est un Junker et qu'il a un anneau en dessous. Mais comme son apparence nous le montre, il y a beaucoup de choses derrière cet avion. Et aujourd'hui tu sauras tout à son sujet, le travail extrêmement dangereux qu'il accomplissait. Comment un avion pouvait-il transporter un si grand anneau et nécessiter un moteur immense pour l'actionner? Et que faisait-il exactement? Cela? Et bien d'autres choses encore dans un instant. Alors installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club. Pour connaître l'origine de l'avion, nous devons voyager. À la fin de la Première Guerre mondiale, tous les pays participants ont utilisé massivement des mines marines, et les Britanniques étaient l'un de ces pays. Les Britanniques et les Américains dépendaient des approvisionnements envoyés à travers l'Atlantique, produits dans les usines américaines. C'est pourquoi les deux nations ont créé une barrière colossale de mines, appelée la barrière de mines de la mer du Nord. Ils ont largué de nombreuses mines Mark VI dans la Manche, et bien sûr dans la mer du Nord. En érigeant une défense maritime de plus de 170 000 mines, leur objectif principal était d'empêcher les sous-marins allemands d'attaquer les quartiers. La majorité de ces mines étaient nécessaires, et après la fin du conflit, le processus de destruction de ces mines a commencé. Et ce que les Drags ont trouvé était assez curieux. 67 des mines n'étaient tout simplement pas là. Et même dans le cas des eaux moins profondes, 72% des mines ont été signalées comme disparues. Ce n'était certainement pas parce qu'elles avaient détruit un navire. La raison en était l'inefficacité. Les mines britanniques étaient avancées pour leur époque. Elles n'explosaient pas seulement au contact, mais aussi lorsqu'on touchait le câble qui les ancrait au fond. L'intention de cette mécanique était aussi de vaincre les sous-marins. Cependant, la mer est imprévisible, et lorsqu'elle devenait agitée, elle faisait bouger les câbles, déclenchant ainsi certaines mines. Cette inefficacité a poussé les Britanniques à développer des mines magnétiques, afin de ne plus dépendre du contact. La première mine magnétique britannique réussie fut le modèle M Mark I, qui possédait une redoutable charge de 227 kg de trinitrotoluène. La première! C'était une mine assez redoutable et son détonateur magnétique de 15 mètres en faisait un adversaire coriace. Il existe plusieurs versions de celle-ci ainsi que des versions aéroportées. Aux premières étapes de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques disposaient déjà d'une large gamme de mines à utiliser contre les Allemands. Au printemps 1940, les Britanniques, bien que sceptiques quant à l'efficacité des mines, commencèrent à remplir la Baltique et la mer du Nord avec leurs nouveaux avions. Les modèles de mines étaient essentiels pour être une épine constante dans le pied des U-boots extrêmement efficaces. Comme pendant la Première Guerre mondiale, ils harcelaient les navires de ravitaillement américains. La guerre contre les mines a commencé juste dans le canal Kaiser Wilhelm, en Allemagne, à l'aube du 14 mai 1940. À ce moment-là, un avion de la Royal Air Force est passé et a largué une mine juste dans un étang à proximité. La mine, repérée par les Allemands, a été désamorcée par un marin puis transportée intacte au commandement des mines. La force aérienne a été désactivée. Les Allemands, à partir de cette mine, ont découvert quelque chose de curieux. Les mines britanniques fonctionnaient par induction, ce qui signifiait que les mines possédaient un champ magnétique propre. Celle-ci ne faisait rien. Mais lorsqu'un objet métallique suffisamment grand passait à côté, il provoquait un courant électrique par induction et ce courant électrique déclenchait la mise à feu. Une autre chose très importante qu'ils ont découverte, c'est que la mine avait un retard de 6 secondes avant de détonner. Autre information importante. Grâce à cette enquête, les Allemands ont réussi à développer une méthode audacieuse pour détruire les mines en masse. C'est ainsi que sont nés les Junkers, 52 Menensuch, ou Magnetspüler, un Junker Ju-52 classique, avec un anneau de 15 mètres qui, grâce à un générateur, alimentait électriquement l'anneau, générant un puissant champ magnétique, simulant ainsi un énorme cuirassé en acier, juste assez pour ne pas altérer la structure métallique de l'avion ni la santé de l'équipage, mais suffisamment pour être parfaitement détectable par les mines magnétiques.
Le 7 septembre 1940, sur l'aérodrome de Dessau, son efficacité a été testée. Et, curieusement, avec la mine britannique qu'ils avaient capturée ce 15 mai. Pendant ces essais, ils ont découvert une très mauvaise nouvelle. L'avion déclenchait les mines à une altitude de 70 mètres ou moins, ce qui signifiait que, s'ils voulaient détruire les mines, l'avion devait voler à quelques mètres du sol. Cependant, ce n'était rien que les audacieux pilotes allemands ne pouvaient pas faire. Le 19 septembre 1940, le premier JUMC, dirigé par le lieutenant Hans Karmann, décolle de Brézen en direction des côtes néerlandaises. Prêt à balayer les mines ? L'avion devait voler à près de 30 mètres et à 140 km/h, et pendant la mission, les membres d'équipage ont découvert pourquoi ils devaient voler exactement à cette altitude et à cette vitesse. C'était juste. Les 6 secondes de retard que les Britanniques ont programmées sur les mines pour qu'elles explosent toujours dans des zones vitales des navires ont, ironiquement, permis de les détruire avec les JUMC. Cependant, comme les scientifiques allemands avaient réussi à le prévoir, le danger des opérations de déminage était énorme, obligeant les avions à passer à seulement quelques mètres des sections. Mais malgré cela, il était possible de déminer autant que l'avion avait de carburant. Les opérations eurent tellement de succès qu'à la fin de 1941, Karmann fut promu capitaine, et on lui confia le tout nouveau groupe Minenso Grota, qui comprenait une énorme flotte de 100 Junkers, 52 Pliétons, effectuant des missions conjointes. Presque quotidiennement, les Britanniques larguaient 1100 mines marines par lancement aérien chaque mois. Cependant, le groupe allemand de déminage parvenait à en désamorcer encore plus chaque mois, maintenant ainsi les mers entourant l'Angleterre relativement sûres des mines. Et même si les mines restaient une épine dans le pied de la Kriegsmarine, les U-boots opéraient presque à leur guise. Ils ont infligé le plus grand nombre de pertes à l'ennemi, précisément en 1942 et 1943. Au cours de l'année 1943, les choses ont beaucoup changé. Le groupe avait perdu pas mal d'appareils à cause des risques, du déminage déplacé en mer et des dégâts causés par la détonation des mines. Les Alliés ont aussi perfectionné les mines avec des dispositifs acoustiques et magnétiques, rendant le champ magnétique seul insuffisant pour les faire exploser. Déjà à la fin de 1943, la guerre sur le front de l'Est devenait très difficile, et la Luftwaffe avait désespérément besoin d'avions de transport, si bien qu'ils ont progressivement laissé le groupe sans avion pour opérer, jusqu'à sa disparition totale. Cependant, en raison des caractéristiques de leur mission, ils sont encore rappelés aujourd'hui. Saviez-vous que les soldats soviétiques n'aimaient pas porter leur casque ? Regardez cette vidéo pour savoir pourquoi.